podcast d'Anglais in France, des séjours linguistiques. Anglais en France et FLE en France. Bonjour pour ce nouvel épisode d'Anglais in France. Ce nouveau épisode, c'est toujours moi, Nixon, et aujourd'hui je suis avec Didier. On va découvrir un peu qui il est. Et donc je commence. Est-ce que tu peux te présenter, Didier? Bonjour Nixon, donc je suis Didier Laure, je suis le directeur d'Anglais in France avec Jennifer, mon épouse, que tu as déjà interviewée. Ouais, la semaine dernière. Et donc on a parlé beaucoup d'anglais en France précédemment avec Jennifer, cette agence de formation, d'immersion de français et anglais. Et je voulais commencer un peu parler de toi, parce que toi et Jennifer, pareil, vous êtes des ex-professeurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire? Le parcours scolaire, j'ai fait des études assez classiques. J'ai eu mon bac il y a quelques années déjà. J'ai fait 2 ans de prépa, de classe prépa, et après j'ai passé le concours de prof pour devenir prof d'histoire-géographie, le CAPES, voilà, que j'ai eu en 1996, déjà, il y a quelques années. Tout à fait. Comme j'ai déjà dit, tu es un ex-professeur. Et en quelle année tu as arrêté d'exercer ton métier de professeur? J'ai arrêté en juin 2020, juste au début du Covid. Donc ça fait 2 ans et quelque chose. Ouais, un peu plus de 2 ans. Ouais. Et combien d'années vous avez enseigné donc? Donc en tout, 24 ans. Ça fait beaucoup. Ouais. Et quel métier vous enseignez tout à fait quand vous étiez professeur à lycée? Donc j'étais prof d'histoire-géographie. J'ai fait 2 ans en collège au début et ensuite j'ai fait tout le reste en lycée. Je comprends. Et vous avez dit que vous étiez un professeur d'histoire et de géographie. Donc, comme cette passion a commencé, donc, je me demande. C'est difficile comme question. Honnêtement, ça date un peu. Je me souviens plus très bien, mais je dirais que j'ai toujours aimé ces 2 matières, puisque c'est une matière, mais 2 en fait. J'ai toujours aimé ça en collège, au lycée. Et puis, du coup, assez naturellement, c'est la matière que j'ai prise, que j'ai choisie comme matière principale en prépa, et puis que j'ai continué ensuite à la fac pour passer le CAPES d'histoire-géographie. Du coup, tu penses qu'il y a un domaine plus intéressant dans l'histoire et de la géographie qui t'aime le plus? C'est toujours la question qu'on pose aux profs d'histoire-géo. Comme la plupart des profs d'histoire-géo, j'ai fait plutôt des études d'histoire en fait, beaucoup plus que de géo. Mais bon, j'aimais bien l'enseigner aussi, c'était à la fois proche et très différent. Donc je peux pas dire que j'avais une préférence. Non, j'aimais bien enseigner les deux, ça va, c'était bien. Et est-ce qu'il y avait un aspect plus gratifiant de l'enseigner en général et de l'histoire et en géographie aussi, en particulièrement? Je sais pas, pour pouvoir répondre à cette question, il aurait fallu que j'enseigne plusieurs matières en fait pour pouvoir comparer, mais j'ai jamais été prof de maths ou de français ou de sport, donc c'est difficile de comparer. Non, ouais, c'était gratifiant, j'aimais beaucoup, je n'ai pas arrêté parce que je n'aimais plus, donc ça c'est pas du tout le souci. Non, c'était une matière qui était sympa à enseigner. Je ne me serais pas forcément vu enseigner une matière scientifique, par exemple, puisque je n'avais pas forcément ce profil-là au départ. Mais non, c'était gratifiant en général, je dirais. Pas en particulier, rien de particulier, mais ouais, en général, c'était très bien. C'était un moment de ma vie que j'ai beaucoup aimé. Je comprends. Tu as dit que tu as enseigné pour 24 ans. Est-ce que cette 24 ans, tu trouves un moment où tu as dit, oh, je suis fier de ça dans ton parcours? Ouais, alors fier, bon, peut-être pas fier, c'est difficile à dire fier, mais satisfait, disons. Oui, disons, chaque fois qu'un élève
qui arrivait en début d'année à me prévenant, vous savez, monsieur Laure, moi j'aime pas du tout l'histoire-géographie, puis finalement, bon, voilà, ça se passait bien, donc déjà ça c'était sympa, c'était bien, c'est arrivé de temps en temps quand même, c'était bien. Et puis il y avait un moment qui était sympa parce que j'enseignais l'histoire géo en français essentiellement, mais je l'enseignais aussi un petit peu en anglais, en section européenne. Et donc presque tous les ans, j'organisais des séjours en Angleterre, à Londres essentiellement, pour pouvoir faire visiter les musées, tu sais, qui sont gratuits à Londres. Hein, donc ça c'est super par rapport à la France, c'est quand même très très bien. Et c'est vrai que c'était un moment fort dans l'année parce que mes élèves étaient bien contents de sortir du lycée et de visiter Londres, de parler un petit peu en anglais, pas beaucoup, mais bon, un petit peu quand même. Et puis voilà, de se retrouver entre eux en dehors du lycée, c'était chouette. C'est cool. Et cet parcours que tu as fait quand tu entrais, quand tu étais un professeur, est-ce que tu as trouvé ou bien tu te rappelles un moment fort de votre éducation? Pendant que j'étais prof ou avant? Avant aussi. Avant aussi. Oui. Il y a un moment qui m'a marqué, et pourtant c'est ancien, j'étais en seconde, donc au début du lycée, tu vois. Et j'aimais beaucoup l'histoire géo déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et il y a mon prof d'histoire géo qui m'a dit « Monsieur Laure, je vous ai mis 7 à votre devoir, là, en début d'année. Parce que bon, au départ, vous aviez 14, mais en fait, il y a tellement de fautes de français dans votre copie que c'est juste pas possible. Donc, soit vous faites un effort et vous apprenez les règles de grammaire de base, soit je diviserai votre note par 2 jusqu'à la fin de l'année. » Et là, ça m'a pas plu du tout. Évidemment, j'étais pas content parce que j'avais jamais eu de notes aussi basses en histoire géo. Hein. Au collège, j'avais des très bonnes notes, en général. Donc, je suis rentré le soir et j'en ai parlé avec mes parents. Et en fait, après, ils m'ont dit on va essayer de trouver quelqu'un pour te donner des cours de français. Et c'est assez drôle parce que maintenant, je donne des cours de français langue étrangère moi-même. Et alors qu'en fait, pendant toutes mes années de collège, j'avais quasiment 0 à ce qu'on appelle les dictées questions. C'est-à-dire, c'est un truc de grammaire où il fallait faire une dictée et puis répondre à des questions de grammaire. Et moi, ça m'intéressait pas. J'aimais bien lire, j'aimais bien écrire. Mais ça ne m'intéressait pas du tout de savoir comment on écrivait précisément les mots. Et donc, comme ça ne m'intéressait pas, je ne l'apprenais pas. Et puis j'avais 0 à chaque fois, ou presque 1. Quand j'avais 1, j'étais content. Et donc, du coup, j'ai pris des cours de français avec une jeune fille qui était en prépa, elle-même en prépa lettres. Et voilà, elle m'a fait aimer le français, elle m'a fait découvrir en fait que c'était pas si compliqué que ça. Et voilà, en 1 an ou 2, j'ai rattrapé. Et maintenant... non seulement je fais quasiment plus de fautes normalement, sauf quand je fais pas attention, comme tout le monde, mais j'ai fini même par devenir prof de français, langue étrangère, pour les étrangers. Donc voilà, je me considère comme maîtrisant bien la langue française, mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme quoi, voilà, il ne faut pas désespérer. Avec du travail, on peut arriver à progresser, même quand on part de très bas. Donc cette expérience t'a aidé beaucoup aussi maintenant. Et donc, tu as aussi un exemple pour les gens qui veulent apprendre une nouvelle langue. C'est vrai. C'est difficile. C'est vrai. Mais en général, les gens à qui j'enseigne ont un niveau de base meilleur que celui que j'avais, je pense, quand j'étais en seconde. Parce que j'étais vraiment pas doué. J'avais rien compris aux accords du participe passé avec être, avoir et tout ça. Et franchement, la plupart des jeunes ou des adultes à qui j'enseigne maintenant, ils arrivent avec un certain niveau déjà, bien souvent. Et ouais, je pense qu'ils sont meilleurs que moi, quasiment. Bon, pas en vocabulaire, évidemment, parce que le vocabulaire, je l'avais, vu que je suis français. Mais tout ce qui est grammaire, conjugaison, c'était une horreur, quoi. Donc, ouais. Mais effectivement, tu as raison, ça peut me servir pour comprendre leurs difficultés et pour réaliser que c'est pas grave, quoi. Et je leur dis, parfois, je leur raconte cette histoire et je leur dis, vous voyez, on peut progresser. Voilà, il faut y passer un peu de temps, parce que c'est difficile, le français. Mais en y passant du temps, on arrive à progresser, même en partant de très bas comme moi à l'époque. Oui, je peux imaginer personnes qui ont des difficultés, même français, donc j'imagine les étrangers qui viennent de notre culture. Ah oui. C'est vrai, tu as raison. Le français est une langue compliquée. On n'y pense pas souvent, mais je le dis souvent aux internes comme toi, quand vous venez avec Erasmus. Vous inquiétez pas, vous avez du mal, mais nous aussi on a du mal à l'apprendre quand on est petit.
Et on a du mal à le parler, même maintenant, quand on est adulte. Il y a beaucoup de gens qui font des fautes à l'écrit, à l'oral, et qui ne le parlent pas tout à fait comme il faudrait. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de... C'est la vie, c'est pas bien grave. Le tout, c'est qu'on se comprenne. C'est vrai. On a parlé beaucoup de ton parcours, de ton éducation dans le temps que tu as fait comme professeur. Et maintenant, comme tu as dit quand on a commencé le podcast, tu as changé de métier. Donc, je vais te demander la raison. La raison, oui. Ah oui, très bonne question. Alors, la raison, en fait, il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est que, comme Jennifer te l'a expliqué l'autre jour, elle a créé l'entreprise en 2008. Et puis, en fait, à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup que moi je rejoigne l'entreprise ? Donc là, on a créé ensemble, on a fait Langue Immersion Pro, l'autre entreprise. Mais bon, ça, c'est pas très important. Et en fait, à un moment donné, je me suis mis à mi-temps, donc il y a 5 ans. Donc c'était en 2017. Je me suis mis à mi-temps, j'ai demandé à travailler à mi-temps pour pouvoir commencer à développer justement les cours de FLE, de français langue étrangère. Et donc c'était pas simple parce que finalement ça me prenait presque autant de temps en étant à mi-temps qu'à plein temps. J'avais un peu moins de copies à corriger, mais j'allais au lycée quasiment tous les jours. C'était compliqué de faire les deux comme il faut. Et donc au bout de ces 3 ans, j'ai dû choisir soit revenir à plein temps, soit me mettre en disponibilité. Et donc là, j'ai fait le choix de me mettre en disponibilité pour voir si ça marchait. Et bon, pour l'instant, ça marche pas trop mal. Bon, comme je sais pas si Jennifer te l'a expliqué, mais on a finalement plutôt bénéficié, nous, du Covid, puisqu'on fait des formations en anglais en France, d'où le nom Anglais in France. Et donc, évidemment, tous les jeunes qui n'ont pas pu partir à l'étranger pour améliorer leur anglais, enfin pas tous heureusement, mais certains nous ont contactés pour aller dans nos familles d'accueil ou à la French Colo à Lozerte, ou même avec les voyages scolaires maintenant qu'on organise aussi à Lozerte. Et donc finalement pour nous ça a été plutôt une période, je dirais, positive, parce qu'on a travaillé plus que les années d'avant. Et donc ce qui m'a permis du coup d'intégrer l'entreprise sans difficulté depuis 2 ans. D'un point de vue financier, c'est bien, quoi, ça marche bien. Et est-ce que ça te manque un peu la vie d'enseignant ? Pas vraiment, non, parce que je trouve mon compte à cette nouvelle vie dans laquelle je fais plein de choses différentes. Parce que tu es toujours un enseignant, je peux dire ça, ici. Oui, ouais. Oui, ça change un peu la dynamique. Oui. Là, je recommence à enseigner un petit peu à des étrangers qui reviennent, maintenant que le Covid commence à nous laisser un peu tranquille. Mais pas beaucoup encore. Et puis, comme tu le sais, je rénove aussi l'école à côté, donc je m'occupe, je prépare les repas à midi, et on est souvent 8, 9 ou 10 à manger, donc ça prend du temps aussi. Donc j'aime bien, parce que du coup, je me retrouve à faire plein d'activités différentes. Et j'apprécie aussi... Donc, il n'y a pas un rôle précis ici à l'anglais en France, Didier ? J'en ai plusieurs, ouais. Je m'occupe du français langue étrangère. Parce que bon, on n'en fait pas beaucoup, donc je peux pas faire que ça, sinon je ferais pas grand chose. Et je m'occupe des formations en anglais collectives, donc la French Colo l'été, pendant les vacances d'été à Lozerte, et puis les séjours scolaires en anglais pendant l'année, où là on propose aux profs qui nous contactent de venir à Lozerte pendant une semaine et de permettre à leurs élèves de prendre des cours de cricket, de chant et de théâtre en anglais avec des intervenants extérieurs, et puis avec des étudiants Erasmus comme toi, britanniques, qui servent un peu d'assistante, donc ça c'est sympa. Mais non, c'est bien parce que ça change un peu, c'est-à-dire qu'après avoir enseigné pendant 24 ans, au bout d'un moment, c'est vraiment bien de pouvoir faire autre chose, parce que voilà, j'avais fait un peu le tour quand même, au bout d'un moment, c'était... Et puis j'apprécie aussi beaucoup de ne plus avoir à corriger les copies. Je passais mes week-ends à corriger les copies, vraiment. Ouais. Donc là, ça me manque pas du tout. Parce que si tu veux le faire comme il faut faire des devoirs régulièrement aux élèves. Oui. Et donc ça te prend du temps de les corriger, parce qu'ils écrivent beaucoup. Ils travaillent et ils écrivent. Et donc franchement, là, j'en avais un peu marre de ça. C'est le seul aspect qui me gênait un peu à la fin, c'était ça. C'était le temps que je passais à corriger les copies, vraiment tous les week-ends ou presque. Plus les vacances aussi, souvent les petites vacances, pas l'été. L'été, c'était tranquille. Donc ça me manque pas, ouais, j'avoue que c'est plutôt bien. Et je pense que tu as vu beaucoup de différents profils ici, dans adultes, enfants, ouais. Ou bien quelqu'un qui travaille, gens qui travaillent en différents, comment je peux dire, les formateurs.
Ah oui, les adultes qui viennent de différents secteurs. Oui, Les adultes différents qui viennent de secteurs. formation, ouais. Donc, à qui recommandez-vous l'immersion en France? Parce que je pense qu'il y a vu différents profils de différents secteurs. Ouais. Donc, ça peut être l'étudiant, mais aussi les adultes. Ou les jeunes, ou les plus jeunes. Alors ça, c'est difficile comme question. Honnêtement, je dirais à tous, parce que quel que soit l'âge, en fait, c'est toujours mieux d'être en immersion. Parce que par définition, le fait d'être en contact toute la journée avec des Britanniques, que ce soit des étudiants comme toi ou des adultes en famille d'accueil, ou des intervenants extérieurs pendant les voyages scolaires, Parce que je pense qu'il y c'est a, toujours mieux. ça peut être qu'il y a quelqu'un d'adulte qui veut améliorer l'anglais pour le travail ou bien Oui, quel que pour soit d'autres raisons. l'objectif, que ce soit des adultes qui aient besoin d'améliorer leur anglais pour le travail ou des étudiants qui ont besoin d'améliorer leur anglais pour réussir leurs concours, leurs examens, comme les étudiants en prépa là, qu'on a en ce moment, hein, qui doivent améliorer leur anglais, ou bien des jeunes qui sont au collège ou au lycée et qui ont besoin d'avoir des meilleures notes pour le brevet, pour le bac. Quel que soit le profil, quel que soit l'âge et quel que soit l'objectif, c'est toujours mieux d'être en immersion. Ça me paraît évident parce que au moins tu entends parler anglais vraiment beaucoup et tu as l'occasion de parler toi-même en anglais, éventuellement de le travailler aussi un peu à l'écrit selon les besoins de chacun. Donc honnêtement, je pense pas que ce soit plus valable pour une tranche d'âge que pour l'autre, pour un profil que pour un autre. C'est valable pour tout le monde. C'est toujours mieux pour moi, c'est mieux notamment que les cours en ligne. Bon, surtout qu'après le Covid, là, pendant le Covid, on en a beaucoup eu des réunions en ligne avec Skype ou Meet ou d'autres, donc Teams ou d'autres. Donc ouais, le cours en présentiel ou la formation en présentiel avec des êtres humains en face, c'est quand même mieux, quoi. C'est mieux, ouais, je préfère. Et qu'est-ce que sont les bénéfices pour toi? Tu as parlé de cours en ligne, un cours maintenant que le Covid, j'espère, c'est fini. Ouais. Donc, vous pouvez faire l'immersion vis-à-vis. Tu as trouvé quelques bénéfices des cours en ligne? Alors nous, on fait quasiment pas les cours en ligne, hein. Il n'y a qu'une formatrice, Alison, qui en fait un petit peu, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas faire autrement, qui peuvent vraiment pas se libérer pour venir à Vazerac ou à Lozerte ou dans une famille d'accueil quelque part en France, dans une de nos familles d'accueil. Donc pour ces gens-là, c'est bien, c'est mieux que rien, hein, disons, ça permet quand même d'améliorer un petit peu son anglais, mais on n'en fait quasiment pas. Nous, notre particularité, c'est vraiment d'être en immersion, soit dans une famille d'accueil anglaise qui vit en France, soit ici à Vazerac et le soir en famille d'accueil anglaise, soit à Lozerte. Donc voilà, on fait très peu de cours en ligne, donc, et c'est logique, puisqu'en même temps, on considère que c'est ça qui est le plus efficace pour apprendre l'anglais, donc on fait essentiellement ça. Et on fait vraiment le moins possible de cours en ligne à distance parce qu'il nous semble que c'est quand même moins efficace et qu'il faut le réserver quand on ne peut pas faire autrement et qu'on ne peut pas se libérer. Je comprends. Ce qui arrive parfois. Je comprends. Maintenant, ça fait 14 ans que je n'ai fait la clé anglais en France. Tu as rejoint anglais en France, ça fait 2 ans, comme tu as dit. Je veux te demander, quand tu as décidé de faire partie aussi d'anglais en France, de partir d'anglais en France, je pense que tu avais des objectifs. Est-ce que tes objectifs, tu as pu réaliser ça? Et si tu as aussi des projets fructueux avec Jennifer, ouais. Avec la compagnie? L'objectif, c'était de développer... J'avais pas d'objectif particulier, hein. L'objectif, c'était de changer d'activité, bon, que ça soit rentable quand même d'un point de vue financier, parce que voilà, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, donc il faut quand même que ça rapporte un petit peu d'argent. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, finalement, grâce au Covid, ça a plutôt bien marché, hein, depuis 2 ans, donc ça, c'est tout à fait positif. Et après, l'objectif, moi, c'est quand même pour moi de développer le FLE, le français langue étrangère. Donc là, maintenant, on commence à avoir de nouveaux clients qui nous recontactent, qui viennent. Hein, cette semaine, j'ai une jeune Australienne, il y a un couple d'Australiens qui sont venus il n'y a pas longtemps. Donc ça se développe un petit peu, petit à petit. Voilà, ça sera l'objectif. Ouais, pour moi, clairement, ce sera cet objectif-là, pour ne pas faire exactement la même chose que Jennifer, qui normalement s'occupe plutôt des formations en anglais pour les Français. Donc moi, l'objectif, c'est que je m'occupe des formations en français pour les étrangers. Donc si on arrive à développer ça, si le Covid nous laisse vraiment définitivement tranquille dès que possible, ça sera pas mal.
ça sera bien. Et tu penses que ça aide aussi les jeunes étudiants parce que beaucoup de gens ils vivent ici en France et ils ne vont pas à l'étranger. On ne parle pas seulement de Covid. Je parlais avec l'étudiant, c'est la 3e semaine maintenant, et il m'a tout dit, oui, je préfère en France parce que je ne dois pas aller à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qu'il aime aussi parce qu'il ne doit pas aller à l'étranger, mais il peut améliorer l'anglais ici en France. Ici, ouais. Oui, tout à fait, c'est tout à fait bien. On peut vraiment faire un séjour en immersion en France, en anglais, mais en France. Donc, nous, c'est notre idée de départ, c'est l'idée de Jennifer au départ en 2008. Et ça fonctionne, on n'a pas fait fortune, mais enfin, ça fonctionne bien. Et je pense qu'effectivement, tu as raison, on peut le faire comme ça. Ça permet, je dirais, pas forcément d'aller moins loin, parce que parfois on a des étudiants ou des adultes qui viennent de Lille, donc techniquement ils auraient plus vite fait d'aller à Londres, de prendre l'Eurostar et d'aller à Londres que de venir jusque chez nous à Vazerac. Ils traversent toute la France parfois, ou d'Alsace même des fois, ou de Bretagne, de Brest. Donc c'est pas tellement un problème de géographie en fait, de distance, mais c'est plus l'idée que nous on leur offre la possibilité vraiment d'être en immersion. Et bizarrement, quand tu vas en Angleterre, c'est assez rare de trouver des séjours dans lesquels on peut te garantir que tu auras une famille d'accueil qui sera vraiment bien accueillante, ce qui est le cas chez nous, puisqu'on les sélectionne, on va les voir et on les garde pas toutes, on garde vraiment que ceux qui manifestement ont des vrais talents pour accueillir les gens. Des qualités humaines, tu vois, plus les diplômes pour enseigner l'anglais évidemment, mais aussi les qualités humaines. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on garantit à nos clients. Après, ça reste une relation humaine qui se fait plus ou moins bien, mais en général, ça se passe bien. Et c'est quelque chose que nos collègues qui font des séjours en Angleterre souvent ne peuvent pas faire, parce que les familles d'accueil, elles ne les connaissent pas. Ces familles d'accueil qu'elles utilisent, elles sont recrutées souvent par des écoles, des organismes anglais avec lesquels ils travaillent, mais en fait, c'est indirect. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est pas nos collègues français, ils ne connaissent pas les familles d'accueil chez qui ils envoient leurs jeunes ou leurs adultes. Ils font confiance à une entreprise qui les sélectionne plus ou moins bien. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. On veut avoir un lien direct avec nos familles d'accueil ou avec notre structure à Lozerte, avec les gens avec lesquels on travaille. On veut les connaître et on veut qu'ils aient justement ces qualités humaines pour être sûr que la relation humaine avec le jeune ou l'adulte se passera bien. Donc ça, c'est un point important de l'anglais en France, le fait que quand l'étudiant vient ici, ils vont dans une spécifique famille que vous avez choisie. Voilà, une famille. Pour les profils adaptés pour l'étudiant. Tout à fait, oui, clairement, notamment au niveau des jeunes qu'on envoie en famille d'accueil anglaise qui vivent en France. Par exemple, on va demander aux jeunes s'il aime faire du sport ou s'il aime jouer d'un instrument de musique ou s'il aime l'histoire, et on va essayer de lui trouver une famille qui justement aime le sport, l'histoire ou la musique, et avec laquelle il aura des choses à partager pendant la semaine, et ce qui augmente les chances que le séjour se passe bien et que le jeune ou l'adulte progresse le plus possible en anglais. Donc, j'espère que vous avez une idée plus claire aussi, maintenant avec cette interview avec Didier. Et est-ce que tu peux seulement rappeler les réseaux sociaux d'anglais en France pour tous les écoutants qui probablement ils veulent aussi faire une immersion ici en France ou avec anglais en France? Les réseaux sociaux, tu vas m'aider parce que je sais que tu travailles avec Jennifer surtout là-dessus. On a une page Facebook, Anglais in France. Est-ce qu'il faut taper les tirets ou pas entre anglais in et France? Je pense pas, non. Non, je pense pas. On tape anglais in France sur Facebook. On est sur Instagram aussi. Il y a un compte Instagram. In France. On Spotify, Anglais in France podcast channel. Oui. Podcast channel, c'est ça? Oui. C'est compliqué là. Il faut être doué un peu en anglais. Et après, on a notre site internet. Si on tape sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez anglais in France. Et, vous pouvez découvrir tous les types de formations. Tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de pages, donc il faut chercher un petit peu. Mais bon, voilà, normalement, ça va. On trouve. Merci beaucoup et bonne chance avec tes projets futurs. Merci beaucoup, Nixon. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais in France, je vous invite à nous rejoindre
rejoindre sur le site AIF, sur Instagram